J'aimerais effectivement que les gens, à titre individuel, arrivent à concevoir que de passer du temps à se former, c'est du temps gagné. Hi, I'm Sylvia Milverton, CEO of Lynx Educate. This is Talent is Everywhere. We're here to talk about how to keep talent and how to develop talent in order to build a strong business. We'll interview leaders to hear their best experiences of how they invested in people. Merci Anne pour nous accompagner aujourd'hui. Vous qui gérez depuis quelques années la Data et Software Academy chez Stellantis. Peut-être on peut commencer un peu avec l'origine de cette académie. Quels sont peut-être les changements dans l'industrie et chez Stellantis qui ont inspiré cette transformation et cette académie? Oui, bien sûr. Bonjour Sylvie. Donc, on a créé cette académie en janvier 2022. Elle est complètement liée à la stratégie du groupe qui s'appelle Dare Forward 2030, qui vise à définir les objectifs du groupe et notamment la construction d'une direction software. Et l'académie a été créée pour aider à faire grandir cette direction, puisqu'en fait, on recrute des gens à l'extérieur, mais on souhaitait également upskiller et reskiller des employés internes pour rejoindre cette direction et finalement passer du manufacturing, de l'engineering vers des métiers du développement du logiciel et tous les métiers liés à la tech company tels que des product managers, des software développeurs, de la cybersécurité ou d'autres. Donc, avec une grande variété de métiers. Et l'idée était de pouvoir accompagner cette reconversion auprès des collaborateurs. Parce que de manière générale, comme pour donner un petit peu de contexte, comme l'automobile est un marché qui est assez chamboulé depuis pas mal d'années, et notamment maintenant avec tous les objectifs de réduction d'émissions de CO2, le virage vers l'électrification, ça nous oblige à repenser un petit peu nos business models, dans la mesure où on vendra certainement moins de voitures, c'est la suite, un peu la suite programmée, et donc essayer de trouver des moyens de vendre des services complémentaires à nos clients, d'offrir des services grâce à la data à des entreprises B2B ou aux assurances, aux sociétés de leasing, etc. Donc l'idée là est vraiment d'aller chercher de nouveaux business models, d'exploiter la data, de développer des nouvelles fonctionnalités pour rendre l'expérience client également plus riche pour nos clients. Et donc, ça veut dire un virage également dans les compétences de nos collaborateurs. D'accord, oui, c'est parce qu'en fait, on lit beaucoup dans les journaux et on suit bien sûr les infos de tous les changements dans cette industrie. Et donc, concrètement, l'idée, c'est de prendre les personnes dans les usines et les mettre dans les métiers de data, ou c'est plutôt prendre les personnes qui sont déjà dans les bureaux et les convertir? Alors, il y a eu une très grande diversité en fait des parcours. Alors, l'académie a différentes missions. Je vais peut-être les rappeler parce il y en a une première qui est effectivement d'aider cette direction software à grandir. Et là, notre objectif était de trouver des candidats volontaires, des employés qui étaient prêts à rejoindre cette direction après un upskilling ou un reskilling. Donc ça, c'est clairement la première mission et de continuer à développer les compétences des gens qui sont déjà dans les équipes software. La deuxième mission, c'est d'accompagner la stratégie data-driven de Stellantis, où on souhaite en fait avoir des gens dans chacune des équipes qui développent leurs compétences data, mais qui restent dans leur métier. Donc, ça veut dire que les équipes manufacturing vont avoir des spécialistes de la data analyse, comme ceux de l'engineering, comme ceux des sales and marketing, etc. L'idée est vraiment de capitaliser sur leurs connaissances métiers et d'accompagner cela par des montées en compétences dans des sujets un petit peu plus tech qui sont là pour ou leur simplifier la vie, ou aller chercher de l'efficience dans leur process, des économies, des développements de nouveaux services, apporter de la valeur à nos clients, etc. Et on a une troisième mission qui est de soutenir le changement de mindset parce que finalement, on ne devient pas une mobility tech company comme ça du jour au lendemain en recrutant quelques personnes, en formant quelques autres. C'est s'assurer que toute l'entreprise puisse accompagner cette transformation et du coup, en créant également un catalogue de formations pour faire évoluer la sensibilisation à la data dans certains cas, à la manière de travailler en agile dans d'autres cas, à essayer de découvrir un petit peu quelles sont les modalités de fonctionnement d'entreprises de la tech. On a notamment un partenariat avec AWS, donc Amazon Web Services,
qui nous inspirent avec des manières de travailler qu'eux utilisent dans la tech et qu'on essaye de transposer à notre industrie. D'accord. Et donc concrètement, j'avais compris que c'est à peu près plus de 1000 collaborateurs qui ont participé dans l'académie ces derniers 2 ans? Alors sur la partie, software, oui, il y a plus de 1 100 personnes qui ont rejoint les équipes software et qui sont passées par l'académie, mais on en a aussi des milliers qui ont suivi des formations data. On a des formations plus ou moins spécialisées, donc on commence par de l'awareness, ça c'est ouvert à tous, donc là, on a également des milliers de personnes qui les suivent. Ensuite, on a des formats sur 2 journées qui permettent, d'appréhender ou du Power BI ou du Foundry, mais arrêter d'utiliser Excel et puis passer à des outils un petit peu plus, professionnels. Et ensuite, on a des formations beaucoup plus expertes, justement pour des data analysts, des data scientists. Donc là, on va être sur des centaines de personnes, par an sur ces reskilling-là. Mais au final, oui, j'en ai eu, un gros millier pour le software et j'en ai quelques milliers, sur la data en parallèle. Ah ouais, félicitations. Et comment vous avez, parce que souvent pour ce genre de formation, c'est intéressant, vous avez dit plusieurs choses. Donc, une chose qui m'intéresse, c'est l'idée qu'il y ait des formations qui sont sur des heures ou quelques jours ou des choses un peu peut-être ponctuelles, et puis d'autres formations qui sont beaucoup plus profondes et plus longues. Donc déjà, comment est-ce que vous avez un peu construit ce catalogue? Et deuxièmement, comment est-ce que vous réfléchissez à si c'est une formation qui doit être faite vraiment soit en interne ou sur mesure avec vraiment les règles de Stellantis, ou quand est-ce que ça marche pour prendre une formation d'un externe qui est plus généraliste, genre data scientist, tu Mmh. vois, une formation qui est déjà faite? Alors, on a vraiment tous les cas de figure, je dirais. Il y a des parcours qu'on a pu prendre sur étagère. Sur la data, on l'a pas mal fait effectivement avec Data Scientist sous le wagon, même si au final, on le customise souvent un petit peu, ou on affine, ou on revoit des contenus. Mais c'est vrai que sur la data, c'est des métiers qui maintenant commencent à être assez référents, de data analyst ou data scientist, sur lesquels on peut assez facilement prendre des choses, sur étagère. Il y a des partenariats également qu'on a avec, HEC, NetExplo ou Dauphine, sur la data. Chez Udacity également, on utilise le catalogue tel qu'il existe parce que justement il embarque quelques sujets un peu liés à l'automobile qu'on ne trouve pas forcément partout, parce que ça devient très vite, spécifique. On a créé également un parcours de software développeur avec l'IFRE, qui est une école d'ingénieurs en France. Et là aussi, en fait, on l'a fait un petit peu à la carte par rapport à ce qu'on souhaitait que les gens fassent. Donc, c'est inspiré de parcours, qu'ils proposent à leurs étudiants, mais qui, du coup, sont adaptés à nos besoins. On a un autre programme qui est aussi très adapté à Stellantis, qui historiquement avait été, créé par Chrysler, aux États-Unis avec Oakland University. Donc là, on fait un focus un petit peu plus sur, je vais être un peu technique, mais l'embedded software qui est très lié à l'automobile puisque c'est embarqué, les services sur les applications et cetera, mais qui sont aussi liés à l'usage de la voiture. Donc là, ça a été co-construit, avec nos experts, et il y a dans certains cas où on peut avoir des formations qui sont, développées par nos maîtres experts, puisqu'on a des professionnels en interne, qui ont un vrai savoir-faire et une vraie culture, sur certains sujets, et eux, dans ces cas-là, vont aller sur des sujets un petit peu plus pointus, un peu plus spécifiques à nous, et on va surtout utiliser leurs compétences dans ces cas-là. Dès que l'expertise existe sur le marché, effectivement, on essaye plutôt de trouver le meilleur partenaire sur le marché. D'accord. Et pour organiser tout ça, vous avez commencé par les compétences que vous avez cherchées. Est-ce que vous avez commencé par les personnes qui étaient impliquées? Comment est-ce que vous avez pris la stratégie de construire ce type de catalogue? Alors, on l'a construit essentiellement par rapport aux candidats et au volume, de places disponibles dans les différentes équipes qui recrutaient en interne. Et donc on a vu qu'on avait sur certains domaines des demandes un petit peu plus importantes, comme sur du product management, sur des scrum masters, sur des software développeurs. Après il peut y avoir des variantes, mais il y a des métiers effectivement qui ressortaient un petit peu plus, donc on s'est focalisé, sur ces formations-là. On a également eu beaucoup de remontées de la part de managers ou, des équipes qui nous disent: «Ben, voilà, nous, on travaille avec tel outil, type, Vector, par exemple. On a besoin de former, les personnes qui nous rejoignent à cet outil». Donc il y a des besoins qui ont été remontés par les managers. Sur la data, là, on avait un plan de travail qui avait été, établi par un groupe de travail interne qui avait défini un petit peu les objectifs, donc le nombre de gens que l'on souhaitait sensibiliser, ceux qu'on souhaitait, amener à utiliser nos plateformes de data,
ceux qui étaient plus experts. Donc, on avait un plan de route et on est allé chercher les fournisseurs qui allaient bien. Donc, il y a des cas de figure un petit peu différents, mais oui, on a dû jongler avec différentes solutions, différentes remontées de besoins. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile au départ, mais on est allé vers les grands volumes d'abord. Des partenariats type Udacity, qui a du coup un catalogue assez riche, ou des plateformes en ligne telles que Pluralsight ou Code Academy récemment, sur lesquelles on a aussi un vaste catalogue. Donc ça, on le propose surtout aux gens qui ont besoin d'upskilling parce qu'ils sont un petit peu plus autonomes. Quand les gens démarrent dans un nouveau métier, c'est quand même bien d'avoir des classes virtuelles. Donc, il y a aussi cette notion d'intégrer les bons formats selon l'autonomie des apprenants ou de pouvoir bien les accompagner. Et c'est intéressant en fait, parce que c'est logique. Il faut trouver beaucoup de fournisseurs et beaucoup de formats, mais c'est pour moi une chose qui me passionne du learning and development. En fait, il est presque impossible de trouver une solution parce qu'en fait, il y a beaucoup de besoins. Il faut construire un peu son académie. Et comment, bon, avec tous ces collaborateurs, une autre question qui me vient souvent avec votre cas et puis d'autres, c'est comment est-ce qu'on choisit les personnes? Genre, dans la mesure qu'on ouvre et on dit qui lève la main pour dire j'ai envie de faire cette formation et quand est-ce que c'est le manager qui décide? Moi, j'ai souvent vu que quand les gens sont choisis ou sont obligés de suivre une formation, souvent ils ne le suivent pas. Et l'autre côté, qu'il y a peut-être des gens qui ont beaucoup envie mais qui n'ont pas été choisis. Comment est-ce que vous avez géré pour un programme aussi grand, mettre les candidats dedans? Alors, on a vraiment fait appel au volontariat, donc en faisant de la communication en interne, en faisant des webinaires pour présenter les différents postes que l'on avait de disponibles, donc pour attirer les gens à ces métiers. De la même manière d'ailleurs pour la data, même si là, le process est un peu différent parce qu'ils peuvent rester dans leur équipe. Et du coup, on a dû mettre en place un workflow en fait pour le suivi de ces candidats parce qu'on a eu des centaines et des centaines de candidatures très rapidement. Donc, j'ai été agréablement surprise, moi, par le succès que ça a eu dès le départ. Donc, des gens qui avaient très envie d'apprendre un nouveau métier. Alors après, on avait des critères au niveau des ressources humaines, à la fois par rapport aux directions cédantes qui s'assuraient quand même qu'on ne mettait pas en péril un projet stratégique, ou du côté software avec quelques critères qui étaient plutôt orientés d'ailleurs sur des soft skills ou de la performance, ou un niveau d'anglais aussi qui est nécessaire parce que c'est une équipe qui est très, très internationale. Donc, on avait plusieurs paramètres à prendre en compte pour faire notre sélection. Et une fois en fait que les deux équipes des ressources humaines, donc direction cédante et direction accueillante, étaient d'accord, en fait, on propose les candidats à des managers. Donc, il y a deux options: où les candidats ont repéré des postes qui les intéressaient et postulent directement à ces postes identifiés, ou n'ont pas une idée très précise, mais comme on avait un petit questionnaire pour essayer de les cerner, ou qu'on leur demandait on leur demande leur CV, ça nous permet à nous de les orienter. Donc, j'ai deux personnes en fait dans l'équipe qui suivent spécifiquement ce processus-là pour ensuite trouver les bons matchings. Et donc, les candidats sont proposés à des managers. On s'était limité à 3. Donc, bon, si au bout de 3 postes, ils ne trouvent pas leur bonheur, c'est que ça va devenir compliqué de trouver le bon match. Et donc là, les entretiens se font avec le manager et c'est le manager qui prend la décision finale d'embarquer le collaborateur ou non, et qui nous fait part du coup de ses besoins de formation. Donc, il nous dit: moi, je suis d'accord d'embarquer tel collaborateur dans mon équipe, mais il faudrait qu'il suive telle formation de votre catalogue. Et du coup, on engage le processus d'upskilling ou de reskilling de cette manière-là. D'accord. Et comment avez-vous géré le sujet de temps? Donc, soit que le collaborateur mette le temps pour le faire ou que les managers ne disent pas, bon, c'est pas possible parce elle a trop de travail. Comment est-ce que vous avez un peu trouvé le temps pour faire des formations? Et il y en a qui sont assez poussés et qui demandent beaucoup de temps. Oui, donc là aussi, il y a eu différents cas de figure. Il y a eu des gens qui ont eu uniquement besoin d'upskilling. Dans ces cas-là, c'est des formations courtes et ils les font assez rapidement en arrivant dans le poste et continuent à en suivre au fur et à mesure des besoins dans l'année. Il y a les cas de figure où c'est un petit peu plus lourd et là, ben, où on trouve un accord avec la direction cédante et celle qui accueille, et des fois les gens commençaient un petit peu avant, ou où on savait qu'ils allaient peut-être pas être opérationnels tout de suite, où on a des formations qui permettent d'avoir une journée dédiée à la formation par semaine, mais de commencer à prendre son poste en parallèle. Et le dernier cas de figure pour les formations les plus longues, qui sont notamment celles des software développeurs,
Là, on a fonctionné par cohorte, en fait, où on a vraiment fait un break dans leur emploi du temps finalement, en se disant: «Bah, vous quittez votre ancien poste, vous êtes pendant 4 à 6 mois, rattachés en fait à l'académie et ensuite seulement vous rejoindrez votre équipe, d'accueil». Mais là, le temps de formation a été complètement sanctuarisé parce qu'il fallait pouvoir être dédié à 100 au sujet, surtout quand c'est des gens qui démarraient avec, quasi aucune connaissance de code ou qui en avaient fait, mais peut-être il y a 20 ou 30 ans. Voilà, donc là, il fallait vraiment dédier le temps nécessaire pour la montée en compétences. Non, mais ça, c'est extraordinaire, en fait, parce que quand je réfléchis, on rencontre pas souvent ce cas de figure où vraiment l'entreprise dit, «C'est tellement important qu'on forme les équipes». Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la différence de Stellantis ou comment est-ce que je sais pas, comment vous avez réussi à faire ça? Parce qu'en fait, c'est super pour les gens qui puissent vraiment se dédier à quelque chose. Oui, alors je pense qu'il y avait une vraie volonté de la direction, hein, aussi d'aller transformer et accompagner nos collaborateurs parce que c'est une vraie transformation et on a envie en fait d'être dans cette dynamique, de se dire, ben, comme nos métiers évoluent un petit peu tout le temps et assez fortement, ben, l'idée c'est qu'on embarque nos collaborateurs avec nous dans cette transformation donc l'académie est clairement citée dans le plan stratégique du groupe donc c'était une vraie volonté de notre direction de fonctionner de cette façon-là et surtout sur ces métiers-là, je dirais, il y a quand même une guerre de talents assez importante, sur le marché et ça nous permet de sécuriser aussi une partie des volumes et de pas dépendre uniquement de l'externe. Ouais, et comment est-ce qu'on dans des métiers, bah, des des secteurs comme le vôtre, ou peut-être c'est pas, tu vois, c'est pas la deep tech, c'est peut-être pas les secteurs qui ont du que c'est très facile de recruter. Je veux dire, comment est-ce que vous avez vu ce changement de culture en termes de pouvoir attirer de nouveaux talents et de que l'académie soit peut-être quelque chose qui attire ou qui différencie dans le marché par rapport aux autres? Oui, il y a ça, mais même, je dirais qu'on a une promesse également, avec des valeurs d'entreprise qui attirent quand même les jeunes dans la mesure où on contribue à notre manière aussi à rendre la planète, plus propre, à apporter de nouvelles solutions de mobilité, donc puis après il y a des avantages également que propose le groupe avec beaucoup de télétravail, ce qui est pas forcément la référence dans toutes les entreprises aujourd'hui. Donc c'est différentes composantes en fait qui font aussi évoluer l'image de la marque employeur qu'on travaille forcément, aussi, pour être plus attractif. Mais c'est toute cette promesse finalement qu'on sait faire qui peut donner envie aux gens de nous rejoindre et oui, l'académie est aussi un sujet qui est mis sur le devant de la communication avec des articles, de la communication, des événements, des interviews, sur le sujet. Et je suppose qu'il y a aussi un côté, responsabilité sociale parce qu'il y a des gens qui sont pendant très longtemps, chez vous et peut-être n'ont pas les compétences pour s'adapter à ce nouveau monde de data scientist et de software et tout ça. Oui, oui, tout à fait et donc c'est une et je pense que c'est que le début parce que ça évolue de plus en plus vite et la technique évolue encore plus vite aujourd'hui avec, l'IA générative. Il y a plein de métiers qui vont être, amenés à évoluer, très fortement donc je pense que c'est une approche qui est intelligente dans un monde qui évolue rapidement, où la technologie elle aussi, est mouvante et accélère pas mal de changements. Donc c'est plutôt une bonne manière d'être résilient, d'être agile, de s'adapter à ce dont l'avenir enfin, ce dont on va avoir besoin à l'avenir, en tout cas, pour relever de nouveaux challenges et je pense que se mettre dans une disposition où on rend également les employés un peu, responsables de leur évolution et on leur donne les moyens et on leur montre, qu'il est possible d'évoluer et que ça devient une nouvelle, norme. C'est intéressant aussi pour bien préparer l'avenir. Ouais, et je ne sais pas si vous avez en tête, je sais pas, une histoire ou un exemple de vraiment le succès de cette académie, peut-être, un testimonial ou quelque chose d'un manager qui a dit: «Tiens, je vois vraiment que mon équipe a évolué» ou peut-être des participants qui étaient dedans, de voir dans une très grande entreprise, comme Stellantis, quel est vraiment l'impact, concret d'une académie comme ça? Je pense que c'est plus au niveau des salariés. Les managers ont été un peu plus durs à convaincre peut-être au début parce que c'est pas simple en fait d'accueillir dans son équipe quelqu'un qui est pas tout de suite opérationnel comme quelqu'un qu'on recrute à l'extérieur.
qui connaît déjà le métier par cœur. Donc, c'est un petit challenge et une approche aussi à avoir où les équipes accompagnent ces candidats quand ils arrivent et qu'ils les rejoignent. Mais les candidats, eux, oui, le voient vraiment comme une opportunité. Enfin, on le voit par rapport au succès qu'on a eu et au nombre de candidats qui ont postulé pour ces postes, que ce soit pour le software ou la data. Certains avaient même déjà commencé à se former de leur côté en prenant des cours ou en s'inscrivant sur des plateformes pour commencer à apprendre tout seul. Donc, ils étaient ravis de découvrir qu'on leur permettait ces évolutions. Il y a eu plusieurs témoignages qui ont été faits également en interne avec des interviews de gens qui ont profité de ces programmes et les retours sont toujours très positifs. On a eu très peu de cas de figure de gens qui finalement ont lâché ou on est dans leur direction d'appartenance. C'est très, très marginal par rapport à la majorité des gens qui ont fait partie du programme. Ouais, c'est intéressant la réflexion sur les managers parce que moi, je me rappelle quand j'étais manager, en fait, je rêvais un programme comme ça parce qu'en fait, ce qu'on a, c'est beaucoup de gens déjà dans le département ou dans l'entreprise et on veut juste qu'ils aient un peu plus pour qu'ils puissent évoluer et en fait, qu'on n'a pas besoin d'aller sur le marché et trouver quelqu'un d'autre que peut-être cette personne a les compétences, mais n'arrive pas tout de suite avec la compréhension de la boîte ou comment il faut travailler. Mais c'est vrai que c'est un challenge de dire que quelqu'un qui arrive n'est pas à 100% au niveau tout de suite. Et surtout par rapport aux compétences techniques. C'est pour ça que j'insistais aussi sur le fait que les critères de sélection étaient beaucoup sur les soft skills, sur la motivation, sur la capacité à s'adapter, à apprendre quelque chose de nouveau et avoir envie d'apprendre, hein. Ça, c'est forcément un critère très important dans le process. Parce que oui, techniquement, il y a certains métiers qui demandent de la pratique. Donc, on le sait que ça peut prendre 2 3 ans ensuite. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir un bon équilibre de gens qui viennent de l'extérieur, qui peuvent transmettre leurs connaissances et leurs compétences à ces gens qui nous rejoignent. Mais ces gens-là ont effectivement l'atout de connaître l'entreprise, de connaître les modes de fonctionnement, de connaître l'automobile, que peut-être un jeune diplômé n'aura pas. Et donc, c'est le binôme qui fait qu'on peut avoir un résultat performant et voilà, c'est un équilibre à trouver entre ces différents profils. Ouais, oui, en fait, c'est la question éternelle entre garder la culture qui a fait qu'on a eu cette croissance et amener de nouveaux talents sans que la boîte change trop avec trop de nouveaux talents, mais aussi on ne veut pas rester trop collé à la façon qu'on avait fait avant. Et ces candidats, en moyenne, c'était des jeunes ou il y avait, je suppose qu'il y avait de tout parce que c'était très grand, mais c'était beaucoup de jeunes? Pas tellement de jeunes parce qu'en fait, la moyenne d'âge est plutôt relativement élevée dans le groupe. Donc, non, non, c'est plutôt des gens qui ont plus de 40 ans. Bien. Ah, c'est super. Donc, c'est vraiment une transformation de la culture et de la façon de travailler. Et donc, là, un peu avec un peu de recul, quels seraient je sais pas, les lessons learned ou quelque chose que si vous avez à faire différemment plusieurs choses, qu'est-ce que vous aurez fait? Alors déjà, ce qui s'est bien passé, je pense, c'est l'accueil par les apprenants et les collaborateurs. Ça, c'était la première leçon apprise, c'est qu'ils sont volontaires et que voilà, ils se sont engagés là-dedans. La collaboration au sein de la communauté de RH, parce qu'en fait, au sein de notre workflow, la gestion des candidats, on a vraiment dû tous collaborer très fortement ensemble et voilà, la sauce a pris assez rapidement. L'implication de la direction, forcément, ça aide quand on a leur soutien, quand on a besoin de faire des nouvelles orientations dans l'organisation, et cetera. Ça permet de rendre les choses possibles. Et mine de rien, on a atteint nos objectifs chaque année, en fait, d'upskilling et reskilling, que ce soit pour le software et la data. Et après, le fait d'avoir su s'accompagner, enfin, être accompagné par de bons partenaires, ça aussi, je pense que c'est important pour le succès de l'opération. Ce que j'aurais fait différemment, c'est que j'avais peut-être sous-estimé au début la taille de l'équipe nécessaire, en fait, pour faire tout ça, parce qu'il y avait une diversité d'offres de formation très importante à lancer et finalement, ce workflow de candidat qui était beaucoup plus lourd aussi que ce que j'avais imaginé, un peu victime de notre succès. Donc, à refaire, il faut se staffer un petit peu mieux dès le départ, parce que là, moi, j'ai un peu construit l'équipe au fur et à mesure. Bon, au final, ça nous a pas empêché de bien fonctionner et on s'est adapté, en fait, à chaque fois aux difficultés, mais avec du recul, je me dis, si on avait été un peu plus nombreux au départ, ça aurait été, plus efficace certainement, plus vite. Oui, embarquer les managers, je pense que,
On aurait dû accompagner un petit peu plus pour leur expliquer les enjeux, comment ça allait se passer, le fait que les gens devoir être formés, etc. Donc, certainement partager l'objectif parce que je partais du principe que le top management était favorable et que forcément ça allait cascader. Mais non, dans le quotidien, voilà, c'est pas forcément aussi simple. Donc, certainement faire un petit peu de pédagogie et accompagner davantage les managers. Ça serait les deux choses que je pense je ferais différemment. Oui, c'est vrai parce que c'est nous qui sommes passionnés du learning and development et en fait, on trouve que ça, c'est le cœur de métier, c'est ça qui évolue et on sait que même, tu vois, avec une petite participation, même moins de 10% qui participent à ce genre de formation, ça change complètement la culture. Mais c'est vrai que dans le quotidien, qu'un manager doit perdre une personne ou accueillir une autre qui peut-être serait pas la première qu'il choisirait, c'est vrai qu'il y a une sorte, oui, de sensibilisation ou quelque chose pour vraiment les embarquer. Mais oui, on pense pas toujours toujours à ça, surtout quand c'est la stratégie, annoncée de la boîte. Mais aujourd'hui, ça fonctionne, hein. C'est juste que ça aurait certainement fait gagner un petit peu de temps au départ et donner un peu plus de sens à tout le monde. Ouais, c'est logique. Et donc quel est l'avenir de l'académie et quelle est la stratégie, going forward là que vous avez lancé le gros? Alors, je dirais que, ben, là, c'est plus, aller chercher finalement tous les sujets qu'on n'a pas trop couverts, qui sont un peu plus anecdotiques ou sur lesquels on a peu de volume de gens à former, mais qui vont être nécessaires parce qu'il va falloir continuer à upskiller les équipes en place. Il y a l'IA générative, je pense, qui va vraiment bousculer pas mal de manières de fonctionner. Donc, là, il faut aussi le voir, bah, comment on l'utilise nous et comment chacun des métiers va se l'approprier et les impacts que ça peut avoir du coup dans les nouvelles compétences qu'il va falloir développer dans les équipes et former en fait tout le monde à en faire le meilleur usage. Je pense qu'il faut continuer aussi à construire la culture tech et data. Il y a des endroits où ça a très bien pris, où il n'y a aucun souci, il y a des grands volumes de gens qui se sont impliqués, mais il y a peut-être des directions où c'est un petit peu moins le cas. Donc là, essayer de repérer où est-ce qu'il y a des écarts et continuer à les sensibiliser parce que finalement, ça peut pas être une seule direction qui maîtrise ou la data ou le software, mais les gens avec lesquels ils travaillent sont forcément impactés aussi par des nouvelles manières de fonctionner. Et si je dois donner un exemple, quand on développe des logiciels, on est capable de livrer des choses toutes les 2, 3 semaines ou plus. On fixe un petit peu son rythme de livrable. Une voiture, elle n'est pas mise à jour toutes les 3 semaines. Donc voilà, on parle plutôt d'années. Donc on n'est pas sur les mêmes rythmes. Et il y a forcément des choses à caler pour bien travailler ensemble. Donc le fait de fonctionner en agile ou de passer dans des modes de fonctionnement tech nécessite peut-être encore un peu d'accompagnement, je pense. Et puis peut-être vous personnellement, le fait de pouvoir, lancer cette académie, je ne sais pas que pour vous professionnellement, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Et je ne sais pas, d'autres réflexions sur, ce que vous avez lancé et l'impact sur, l'entreprise? Ah bah, moi, j'ai trouvé cette expérience particulièrement enrichissante parce qu'on partait de zéro et qu'il y avait tout à construire. Donc, moi, j'aime assez travailler de cette manière-là et d'avoir un peu carte blanche pour essayer de construire quelque chose de nouveau et de pouvoir accompagner la transformation. Je trouve que c'est particulièrement positif, c'est motivant de travailler sur un sujet qui est stratégique pour le groupe et surtout de pouvoir développer les compétences des gens. Enfin, on sait pourquoi on se lève le matin quand on se dit qu'on apporte quelque chose et qu'on permet aux gens d'avoir une employabilité beaucoup plus durable dans le temps en permettant d'acquérir des compétences nouvelles. Donc ça, c'est très, très c'est très, très positif effectivement. Très bien. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres réflexions sur les outcomes ou la façon que vous avez, je ne sais pas, mesuré le succès de ce projet pour terminer, pour synthétiser toute l'expérience et comment vous l'avez oui, lancé et comment c'est vu par la direction. Oui, mais je pense qu'en fait, c'est un processus permanent surtout, donc l'initiative était très intéressante à mettre en place, mais maintenant, il faut qu'elle continue à durer, dans la durée justement, au-delà de ce qu'on a voulu construire pour l'équipe software, mais de s'assurer qu'on ait ce réflexe, d'upskiller, de reskiller les gens et surtout, je dirais et ça bon, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps, même quand j'étais en charge
de l'université du groupe PSA précédemment, c'est la culture du learning, en fait, qui me semble indispensable dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui et essayer de toujours continuer à apprendre de nouvelles manières de fonctionner et d'ajouter de nouvelles cordes à son arc, de s'intéresser à la nouveauté. Et bon, j'aime bien accompagner ces transformations-là, clairement. Mais j'aimerais effectivement que les gens, à titre individuel, arrivent à concevoir que de passer du temps à se former, c'est du temps gagné pour faire des choses après. Alors que souvent, on voit le temps qu'on va y passer et que ça va prendre du temps sur les livrables et tout ce qu'on a à faire dans la semaine, mais toujours essayer de se dire que un peu de temps perdu va en faire gagner beaucoup demain. Donc, j'invite mes collègues et collaborateurs à essayer de passer plus de temps à partager, à essayer et à apprendre. Bon, merci beaucoup pour tout cela, Anne, et félicitations pour ce beau travail et l'investissement que vous mettez aux gens. Et je comprends tout à fait l'enjeu de revoir les dossiers, voir toutes les candidatures. En fait, on a le même challenge chez Lynx. Ça prend toujours beaucoup plus de temps et beaucoup plus de personnes de ce qu'on aurait cru. Donc, merci beaucoup et merci pour cet échange. Thanks for listening to this episode of Talent is Everywhere. Make sure to subscribe if you like what you heard and give us a follow on LinkedIn to continue the conversation on all things career mobility and talent development. Is there a topic you'd love for us to cover in a future episode or a guest you'd recommend? Drop us an email at hello@lynxeducate.com. And if you're looking for support on your talent development strategy, head over to lynxeducate.com to learn more about our career mobility solution. That's lynxeducate.com.